Bienvenue dans Oberkaï, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Lafargue. Bonjour Élodie. Bonjour. Tu as 35 ans, tu es installée dans le sud-ouest de la France pour être plus précise dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis avril 2021, tu es devenue artisane aménageur sous la dénomination professionnelle Levanette. Comme son nom l'indique, ta spécialisation, c'est le véhicule de loisirs ou le van, pour lequel tu proposes différents services qui vont du coaching à l'aménagement total. Tu t'es lancée dans cette aventure de la van life suite à une remise en question et un enchaînement d'expériences personnelles. Bref, vous l'aurez compris, avec Élodie aujourd'hui, on va parler du van, de l'engouement pour cette vie de nomade versus les abus et les limites qu'on peut avoir, les retours d'expérience sur la fabrication et la rénovation de ce type de véhicule. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Élodie ? Oui, t'as tout bon. Je peux juste rajouter un petit truc. En plus de l'aménagement de van, en fait, j'ai d'autres petites activités parce que j'aime bien avoir une grande diversité dans mon travail. Donc, je suis aussi décoratrice d'intérieur. Donc, je fais de la décoration de maison. Je fais aussi du relooking de meubles que je vends après par la suite, ou du relooking ou de la rénovation parce que j'aime bien réutiliser des choses anciennes, des meubles anciens plutôt que toujours acheter en fait pour consommer différemment. Je fais aussi de l'home organizer, je sais pas si je l'ai bien dit. Ça devient pas mal à la mode et ça commence à être pas mal vu. Apparemment, il y a une série Netflix et tout ça là-dessus. C'est sur l'organisation des maisons. En fait, c'est organiser les placards des gens. Et je fais aussi des petites décorations ethniques comme je fais dans les vannes. Ça, on peut le voir sur mon Instagram. Dans les véhicules, des fois, je fais des petits décos. Moi, j'appelle ça des décos ethniques. Après, je sais pas si c'est exactement comme ça s'appelle, mais des petites décorations avec le bois et ça, j'en fais aussi à la commande pour des miroirs ou des cadres ou des choses comme ça. Mais je les fais que à la commande. Voilà. Oui, j'ai pu voir quelques photos sur ton compte. Effectivement, c'est Oui. très très chouette. Ok. Alors, je propose de commencer l'épisode par un petit jeu. On va se mettre directement dans le bain. Normalement, tu m'as préparé une vérité et deux mensonges sur notre thématique du jour. Et ben, je t'écoute pour me les donner et à moi de trouver la bonne réponse. Alors, la première, la van life, c'est pour tout le monde. La deuxième, c'est dangereux pour une fille de vivre ou de voyager en van. Et la troisième, tout prend plus de temps en van. Quelle est la vérité? Quels sont les mensonges? Tu veux que je te les répète? Non, je les ai en tête. Alors, pour avoir expérimenté un petit peu de mon côté la van life et en étant une femme, je dirais pas que c'est dangereux, mais il y a des risques. Donc, je le prendrai pas forcément. Pour tout le monde, je suis pas forcément d'accord parce que il y a quand même certains aspects de la van life qui peut ne pas correspondre à toute personnalité. Et la troisième, tu m'as dit. La dernière, j'ai dit tout prend plus de temps en van. Ah ça oui. Bon là je parle d'expérience, mais je dirais celle-ci. Oui, tout à fait. Bravo. Voilà. Alors est-ce que tu peux détailler un tout petit peu ce que tu avais derrière la tête quand tu as préparé ces trois Alors la première, donc la van life, c'est pour tout le monde. C'est parce que on entend un petit peu de tout. Ouais. La van life maintenant c'est à la mode, donc tout le monde, une bonne partie des personnes en fait veulent tester, veulent s'acheter un van pour voyager en week-end, etc. Et en fait, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les gens foncent là-dedans parce que c'est la mode, parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux tous les côtés merveilleux de la van life, donc du coup ils y vont sans vraiment se poser la question est-ce que c'est fait pour eux ou pas, parce qu'en fait c'est pas fait pour tout le monde et il y en a beaucoup qui s'en rendent compte après coup, dont beaucoup qui s'en rendent compte une fois qu'ils ont acheté un van. Bon après vu que c'est la mode, heureusement ils n'ont pas de mal à le revendre après par la suite, le van, le véhicule, mais ils ont tendance à s'en rendre compte plus tard. Donc moi je conseillerais plutôt de tester avant en louant un van ou un camping-car ou des choses comme ça sur des plus ou moins longues durées,
s'ils ont la possibilité de se le faire prêter, c'est encore mieux, pour justement tester et voir en fait si ça leur correspond ou pas, parce que la van life, c'est pas pour tout le monde. Effectivement. Bon, on en reparlera aussi tout à l'heure, je pense, Ah ouais, on mais détaillera plus. mais il y a effectivement des aspects qui sont à prendre en compte quand on veut vivre la van life, quoi. Donc, du coup, ok. Alors, le deuxième, j'avais dit, c'est dangereux pour une fille de vivre ou de voyager en van. Alors ça, c'est une question qui revient très très souvent. Il y a des filles qui demandent souvent, qui posent souvent cette question-là. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que t'as pas peur? Comment tu fais, etc. En fait, il n'y a pas plus de risques en van que dans la vie de tous les jours d'une fille, en fait. On a des risques en tant que femme, malheureusement, il y a des risques de vivre, tout simplement. Il y a des risques quand on se promène dans la rue et qu'on a un short ou une jupe ou quand il fait nuit, etc. Bon, après, bien sûr, ça dépend des régions, ça dépend de plein de choses. Mais il n'y a pas plus de risques, en fait, en vivant ou en voyageant en van. C'est exactement comme la vie de tous les jours, quoi. Après, évidemment, il faut être prudente, comme dans la vie de tous les jours. Il faut faire attention à où on se gare, à s'il y a des endroits qu'on sent pas ou s'il y a des personnes autour de nous qu'on sent pas, et bien on bouge. Mais ça change pas par rapport à la vie courante, quoi. Ouais, c'est les mêmes préoccupations finalement que Exactement. tu rentres Pas de plus de soirée danger. Ouais. Il n'y a toute pas plus de seule. danger. Exactement. Ouais. Parce que même dans sa maison, hein, on peut très bien se faire. S'il y a quelqu'un qui peut fracturer notre porte et rentrer, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais si on essaie de fracturer ta porte dans ton van et de rentrer, mais ça peut être pareil dans la maison, en fait. C'est pas, j'ai pas l'impression que ça soit plus compliqué de fracturer une porte d'entrée qu'une porte de véhicule. Donc, non, mais je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas plus risqué, quoi. Et la troisième, c'était, tout prend plus de temps en van. Et donc, c'était la vérité. Et oui, en van, tout prend plus de temps. Faire à manger, ça prend plus de temps. Prendre sa douche, ça prend plus de temps. En fait, l'intendance, comme je dis, prend beaucoup plus de temps en fait en van parce que suivant l'aménagement qu'on a dans son véhicule, des fois il y a le lit à faire ou à défaire pour le passer de salon à chambre. Par rapport à la douche, des fois après la douche, si le véhicule est en pente ou par rapport à comment il est garé, l'évacuation se fait pas bien, donc il faut toujours en fait faire avec une petite balayette, évacuer toute l'eau pour pouvoir reprendre la route pour pas qu'en fait ça s'étale partout dans le véhicule. Il y a toujours tout à ranger en fait parce que quand on roule avec les vibrations, ça peut tomber, donc il faut toujours tout ranger. On peut pas laisser une tasse posée sur le plan de travail comme on pourrait faire dans une maison. Donc tout prend beaucoup plus de temps, quoi. Tout prend. Là, on n'est pas prêt en 5 minutes, quoi. L'organisation est Voilà. primordiale dans un van. Ouais, c'est ça, exactement. Et même quand on est bien organisé et quand on a un van le plus fonctionnel possible, eh ben, je me rends compte que ça prend toujours plus de temps que dans une maison. Parce que dans une maison, si on est pressé, en fait, mais on laisse tout en plan et on s'en va, quoi. On rangera le soir, quoi. Dans un van, on peut pas. On est obligé de ranger de suite. On est mobile. Oui, Ouais. tout à fait. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette introduction. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement au cœur du sujet. Est-ce que tu peux déjà me raconter pour toi au début comment ça s'est passé pour toi quand tu as décidé de devenir artisan aménageur de van? C'était quoi le déclic déjà pour arriver sur la van life et arriver dans cet univers, quoi? Alors, à la base, je suis pas du tout là-dedans, puisqu'à la base, j'ai fait beaucoup de métiers différents, hein. Là où j'ai été le plus longtemps, en fait, c'était dans la mode et dans le maquillage. Donc, j'ai été conseillère en images. J'ai travaillé, j'étais vendeuse dans des magasins de vêtements et j'ai été maquilleuse. J'ai travaillé dans des comme Sephora ou des choses comme ça. Donc, à la base, je suis pas du tout dans l'artisanat. Et en fait, j'ai une grosse remise en question dans ma vie, dans tout ça. Et du coup, j'ai décidé de tout plaquer et tout changer. Et donc, j'ai cherché pendant un moment qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'ai testé plein de métiers un peu par-ci, par-là pour voir qu'est-ce qui pouvait me plaire et aussi parce que j'y arrive pas à rester sans rien faire. Donc, du coup, même quand je m'étais dit que je me prenais une année sabbatique, je suis quand même allée faire des petits boulots à droite, à gauche parce que j'y arrivais pas à rester sans rien faire. Et du coup, pendant ce temps, en fait, que j'avais pris pour moi, je suis tombée sur les réseaux, je crois que c'était sur Instagram, je suis tombée sur une famille qui voyageait en van. Alors, je crois que c'est les Trivanlifers, mais je suis pas sûre parce que j'avais pas vraiment regardé les pseudos, je regardais un petit peu les images et tout. Et donc, je trouvais ça chouette. Et puis, ça m'était pas complètement inconnu parce que à ce moment-là, j'habitais sur la côte basque, donc des vannes, j'avais l'habitude d'en voir, mais c'était plus les surfeurs,
enfin, c'était plus associé dans ma tête aux Mmh. surfeurs, en fait, et aux hippies ou des choses comme ça, les années 70, tout ça, quoi. Un Le peu comme grand dans la cliché. série. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'en fait, sur la côte, ce qu'on voit surtout, c'est les combis, c'est les Volkswagen, les vieux, là, les tout petits, tout beaux. Et du coup, je me suis, donc j'ai vu ces images-là sur Instagram. Et plus je regardais, plus je me disais que c'était chouette. Et en plus, je suis tombée sur des gens qui les aménageaient eux-mêmes. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pas mal ça. Et pourquoi pas essayer? Je me suis dit, ça n'a pas l'air très compliqué. Je vais tester et je vais aménager mon van et je vais voyager avec mon van. Voilà, je me suis dit, bah, je vais faire le tour de l'Espagne, du Portugal et je vais aménager mon van et tout ça. Donc voilà, ça a pris 1 heure, ma décision. Faut savoir que je suis quelqu'un en fait qui met des années avant de me décider à faire quelque chose. Je pose toujours le pour et le contre. Je réfléchis toujours trop. Et là, Et, ça a euh, été et, direct. et là, en fait, ouais, c'était une espèce d'évidence en fait. Donc du coup, j'étais en intérim depuis déjà plusieurs mois. Ils arrêtaient pas de me proposer un CDI et j'arrêtais pas de le refuser. Et donc je suis allée voir ma supérieure et j'ai dit, ben, à la fin du mois, je voudrais pas être renouvelée pour le mois d'après. Et je lui ai expliqué mon projet. Et donc voilà, j'ai arrêté, j'ai cherché un véhicule, j'ai aménagé mon van. Ça t'a Et pris en combien fait, de temps, du coup? j'ai pas travaillé tous les jours parce qu'à ce moment-là, j'avais une personne dans ma famille qui était en fin de vie, donc du coup, je passais du temps avec et je passais du temps avec mes proches, etc. Donc du coup, j'ai pas travaillé tous les jours dessus, mais j'ai compté en fait. Je me notais sur un agenda les jours où je travaillais et j'ai mis 58 jours pour faire mon van. OK. Ce que je voulais voir, parce qu'en fait, juste avant de le faire, j'étais allée dans des festivals ou des choses comme ça et je demandais à droite à gauche aux personnes qui avaient déjà un van combien de temps il fallait combien de temps il fallait pour faire un van et est-ce que c'était possible d'après eux que je réussisse à le faire en 1 mois et demi à peu près quoi. La plupart des gens me disaient non parce qu'on me demandait si j'avais déjà bricolé et je disais la vérité, non. Et puis les gens quand ils me voient aussi, ils ont souvent des a priori parce que je suis quelqu'un de bon, là ça se voit pas forcément aujourd'hui, mais je suis quelqu'un de féminin et je suis très maniérée. Donc du coup, on m'imagine pas du tout en train de faire ce genre de choses. Et du coup, il y a une seule personne qui m'avait dit que il pensait que c'était faisable et que j'allais y arriver et tout ça. Mais autrement, tous les autres me disaient non que c'était pas possible. Comme quoi, ne pas Donc toujours en fait, écouter les autres. ouais. Et puis ça m'a donné un petit peu de force aussi. Je me suis dit, bah, je vais leur prouver que en fait c'est possible, quoi. Et donc j'ai réussi. Alors je cache pas, ça a été compliqué, hein, vu que j'apprenais au fur et à mesure. Donc j'ai aménagé mon van, j'ai voyagé avec mon van et en fait j'ai fait un bilan de compétences parce que je OK. cherchais quoi faire, je cherchais ma voie. Et en fait la personne qui m'a fait le bilan de compétences s'arrêtait pas de me dire de faire ça, de faire aménageuse de van. Et moi j'arrêtais pas de lui dire non. Je lui ai expliqué que je m'en sentais pas capable toute seule de monter une telle entreprise et de faire un tel métier parce que j'avais aménagé mon van toute seule et je savais en fait quelles étaient les difficultés. Et à la base, je suis pas du métier, donc du coup, j'ai pas toutes les bases, toutes les notions que peuvent avoir un menuisier ou j'en sais rien, moi, un électricien ou d'autres personnes en fait qui sont D'autres artisans ou artisans du van. artisaneux, Ouais. Mmh. voilà. Et du coup, je j'arrêtais pas de lui dire non et elle insistait, mais bon, on a cherché d'autres métiers, etc. Et donc, on est parti sur la décoration d'intérieur. Et après, donc je te saute encore plein d'étapes. Par la suite, pendant que j'étais en train de faire ma formation de décoratrice intérieure, j'ai une personne qui m'a contactée sur Instagram pour me proposer de créer avec moi une entreprise d'aménagement de vannes. Donc moi, j'avoue que j'y pensais de temps en temps quand même, hein, parce que la personne qui m'a fait le, Le bilan de le compétences. bilan de compétences, voilà, m'a mis quand même une petite graine dans la tête. Donc j'y pensais, mais j'arrêtais pas de retourner le problème dans la tête et je me disais non, mais toute seule c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Il y a ça, 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 ça. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire, à voir, etc. Et puis c'est surtout en fait la difficulté psychologique dans l'aménagement de van, plus que physique et technique. Physique et technique, on trouve toujours une solution, mais psychologique, c'est compliqué en fait. Et ça, on s'en rend pas compte. Et je le vois de plus en plus dans des vidéos de personnes qui se filment en aménagement leur van, qui s'en parlent de plus en plus, en fait, du côté psychologique, mais on en parlera peut-être plus tard de ça. Et du coup, oui, donc la fille m'a contactée, Émilie. Donc, je sais pas si elle écoutera ça. Donc, elle m'a contactée pour créer avec moi une entreprise d'aménagement de van. Et donc, moi, je me suis dit, c'est le destin. Il faut y aller. Voilà, je me suis dit, c'est pas, voilà, je pense que les choses n'arrivent pas par hasard.
Et du coup, je me suis dit, bah, si c'est arrivé, si elle me contacte et tout, c'est qu'il faut le faire. Donc, du coup, on a commencé à voir comment on pouvait faire, le statut d'entreprise, tout ça, comment on pouvait s'organiser, et puis à faire connaissance aussi parce qu'on se connaissait pas. Et du coup, on a vu que c'était chouette parce qu'on était toutes les deux, voilà, ça fusait, on organisait tout ça, etc. Donc, ça a duré pendant plusieurs mois, toute l'organisation, etc. Et au bout d'un moment, en fait, on s'est rendu compte que on s'entendait très bien, mais qu'on n'était pas compatibles malheureusement pour travailler ensemble. Et que voilà, ça allait peut-être pas forcément le faire dans le travail, mais par contre, on est restés amis du coup quand même, parce qu'on s'entend super bien. Mais après, au niveau du travail, il faut d'autres choses en fait. Du coup, en fait, j'étais allée trop loin moi, enfin toutes les deux, hein, mais pour moi, j'étais allée trop loin en fait dans la création, la recherche, etc. Et même à l'intérieur de moi, j'étais déjà bien avancée dans une entreprise d'aménagement de vannes. Donc je me suis dit bon, mais peut-être que voilà, que le destin c'était qui me l'a mis sur la route, peut-être pas pour qu'on fasse ça ensemble, mais pour m'obliger à me lancer et à le faire toute seule, quoi. Donc du coup, je me suis lancée et je l'ai fait. Et voilà. Et Voilà. alors, combien de vannes rénovées à ton actif, du coup, Elodie? Ah, je sais pas, je les ai pas comptées parce qu'en fait, je fais pas forcément que des vannes entiers. Je fais aussi des étapes. J'ai fait un van, j'ai fait juste le gaz, un van, j'ai fait juste l'habillage et un meuble de cuisine. Enfin, je fais pas forcément des vannes de A à Z. Je Mhm. propose différentes prestations. Donc, du coup, je les ai pas comptées. Mais la plupart sont sur mon Instagram et sont dans des vignettes des stories permanentes. J'essaie de mettre une vignette par van que j'ai fait, mais c'est vrai qu'ils y sont pas tous. Mais presque. Ok. Je sais pas, il faudrait aller les compter, je sais pas. Bon, il y a eu quand même quelques expériences et quelques Oui, véhicules oui, il y en a eu, différents à il y en a eu aménager, quoi. quelques-uns, ouais. Oui, oui, oui. Oui, puis je cherche aussi quelque chose, à chaque fois des projets un petit peu différents pour pas m'ennuyer en fait, pour diversifier mon travail. J'essaie de choisir un petit peu voilà, des choses qui se ressemblent pas. Et justement, est-ce que il y a des tendances au niveau des véhicules à privilégier, des types de matériaux à privilégier quand on veut construire son van? Alors des véhicules à privilégier, non. Ça, c'est plus par rapport à chacun, suivant si c'est pour y vivre ou pour des week-ends ou pour des vacances, voilà, suivant l'utilité qu'ils en ont et le confort qu'ils veulent. Il y a des Ok. personnes qui veulent être debout dans leur véhicule, d'autres non. Donc ça va vraiment être par rapport à chacun. Après, il faut faire attention à la mécanique. Je vois de plus en plus de personnes, vu que c'est la mode, c'est très compliqué de trouver un van. Et il y en a beaucoup qui achètent des véhicules avec beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres. À des prix quand même pas très raisonnables. Mais bon, ça, c'est de côté mode. Et au final, je me dis, enfin, je suis assez étonnée parce que plus le véhicule a de kilomètres, moins il a une longue espérance de vie, pardon. Et quand on y met autant après dans un aménagement à l'intérieur, enfin moi ça me surprend un peu quoi, parce que je me dis c'est quand même un investissement, donc c'est pour que ça dure des années et des années. Et au final, il faut faire attention aux porteurs quoi. Il faut Hmm. vraiment choisir quelque chose de qualité, qui soit pas trop vieux, qui soit pas. Après, il y a vieux et vieux. Moi, quand je dis pas trop de kilomètres, c'est plus les véhicules plus récents. Il faut faire attention au nombre de kilomètres. Après, si c'est des vieux véhicules, ceux-là, ils sont increvables. Ils peuvent aller jusqu'à 300, 400 000 kilomètres. Voilà, ça dépend. C'est Il y a une limite entre effectivement les nouvelles générations de véhicules voilà, et, tout à euh, fait. et les anciennes. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire à peu près une estimation à partir de combien pour toi c'est beaucoup de kilomètres, juste pour si quelqu'un a envie de choisir un van à peu près, jusqu'à quelle limite à peu près il doit s'arrêter au niveau des kilométrages? Je sais, ça, il faudrait demander à un mécano parce que ça va dépendre du véhicule. Ça va dépendre des moteurs en fait qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, quand on achète un véhicule, que ça soit un van ou une voiture, hein, il vaut mieux demander à un ami mécano qui s'y connaît un petit peu pour savoir un peu les choses dont il faut faire attention en fait au niveau de la mécanique, au niveau des bruits, au niveau de tout ça, au niveau de la courroie, si elle est changée, pas changée, à combien de kilomètres. Enfin, il y a plein de choses à voir en fait pour les frais et pour la durée de vie du véhicule. Donc je sais pas trop. Je dirais faire attention à partir de 100 000, même si le mien, je l'avais acheté, il en avait 125, je crois. J'étais tellement désespérée que. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désespérées vu qu'ils n'arrivent pas à trouver de véhicule, qui finissent par prendre un petit peu n'importe quoi entre guillemets. Mais à partir de 100 000, à faire attention. Et après voilà, ça dépend de la marque du véhicule. Je sais que j'ai un ami mécano moi qui m'avait dit que je crois que c'était Mercedes,
qui avaient des moteurs super et que du coup ils pouvaient aller ceux-là jusqu'à 300-400 000 kilomètres et que du coup c'était pas aussi important de regarder le kilométrage. Mais après voilà, je sais pas si c'est pour tous les modèles de Mercedes ou pas. Ça Oui. vraiment il faut voir avec un mécano. Moi c'est pas Dans, ma partie ça. dans tous les cas, Mais il c'est bien faut de le faire réviser effectivement avant de l'acheter pour voir un peu justement les frais peut-être. Mais déjà, il faut qu'il y ait un contrôle technique de fait et il faut vérifier le contrôle technique. Et s'il a été bien fait, si c'est pas un pote à eux qui fait passer le contrôle technique, qui l'a fait passer sans tout noter, hein, parce que ça on en voit de plus en plus. Et il faut en fait aller voir plusieurs véhicules. Déjà, il faut pas s'arrêter au premier, il faut aller en voir plusieurs. Et il faut voir l'attitude un peu du vendeur, comment il est. Hmm. Moi, je sais que j'étais allée voir un véhicule et à l'attitude du vendeur, j'avais vu qu'il y avait quelque chose qui clochait et qui allait pas. Et il faut y aller avec un ami mécano, avec surtout si on est une femme, il faut y aller avec un homme parce qu'on a toujours moins de crédibilité malheureusement aux yeux des vendeurs quand on est une femme. Et il faut y aller voilà avec quelqu'un qui connaît, qui passe sous le véhicule, qui teste le véhicule, qui regarde sous le capot, voilà, qui regarde un petit peu dans tous les coins et pendant que votre ami regarde un petit peu dans tous les coins, observez-vous pardon le vendeur, voir s'il est inquiet à des endroits où votre ami est en train de regarder, etc. Ça peut jouer beaucoup. Effectivement, ouais, c'est toujours bien d'y aller avec une Ouais. personne supplémentaire pour tester un Et peu. surtout de le tester. Ne l'achetez pas comme ça à distance ou il faut vraiment le tester avant. C'est pas, voilà, c'est pas une robe ou une table ou quelque chose comme ça qu'on achète. Donc il faut vraiment le tester, le voir avant de l'acheter, quoi. Parce que vu que c'est la mode et qu'il y en a très peu à vendre, il y en a qui ont tendance à sauter sur l'occasion et acheter à distance ou à verser la moitié à distance pour le réserver ou des choses comme ça parce qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire pour venir le voir. Et là, il faut faire très attention. Il peut y avoir beaucoup d'arnaques par rapport à ça. Des arnaques volontaires ou involontaires, je sais pas. Mm. J'essaie toujours de voir le bon côté et de croire en l'humain, même si des fois c'est compliqué, ouais, il peut y avoir des arnaques. Ouais. Au niveau des types de matériaux, justement, Ah oui, pardon, oui, tu m'as est-ce que demandé ça. tu non, pas de souci. Est-ce que tu conseilles certains types de matériaux? Est-ce qu'il y a des choses à savoir peut-être quand bah, tu as un projet de rénovation de van? Certains types de matériaux, ça c'est après chacun qui voit. Il y en a qui veulent plus des matériaux plus écolos et d'autres moins. Moi, je dirais toujours c'est mieux de prendre des matériaux plus écolos, surtout quand on va vers la van life, etc. Ça va avec l'état d'esprit. Après, essayez d'acheter les choses comme le frigo, la pompe à eau et tous les trucs un petit peu plus techniques comme ça dans des magasins spécialisés ou sur internet, mais sur des sites spécialisés et pas voilà, j'en vois beaucoup qui achètent par exemple des chauffages chinois. Il faut surtout pas faire ça, parce que ça prend feu très facilement ces petites choses-là. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous choisissez parce que ça va être votre maison, alors permanente ou maison secondaire, hein. Mais vous allez y dormir dedans, vous allez y passer beaucoup de temps dedans et il faut que ça soit sécure, quoi. Il faut faire attention. Avec tout ce qui est gaz, électricité, l'électricité aussi, il y en a qui achètent des choses un petit peu sur des sites comme Wish ou des choses comme ça. En électricité, il faut pas, quoi. Il faut faire vraiment attention parce que le 12 volts, ça peut prendre très facilement feu. C'est pas comme du 220 volts. Et du coup, il faut faire attention. C'est votre vie et votre sécurité, quoi. Ok. Et après, autrement, ben, vous voyez, le bois, il faut le prendre le plus léger possible parce que, il y a des poids limites à respecter dans un aménagement. Ça, vous le voyez sur votre carte grise. Donc, du coup, il faut faire attention au poids tout au long de votre aménagement. Donc, du coup, le bois, faire attention à prendre du bois léger, quoi. Si demain je veux construire mon van, c'est quoi pour toi la première étape à faire à partir du moment bien sûr où j'ai acheté mon van? C'est quoi la première étape à faire pour commencer Alors, le chantier quoi? si tu as déjà ton van, ça veut dire que tu as déjà réfléchi à ton plan et tout ça. Parce que normalement, moi, je conseille de réfléchir à ses critères, à ce qu'on veut, au confort et à tous les critères qu'on a, en fait, de les noter sur un papier. Et par rapport à tous nos critères, en fait, on peut commencer à faire un plan à peu près du véhicule. Et du coup, à voir quelle dimension de véhicule on a besoin. C'est pas on achète le véhicule et on fait le plan après. Si on fait le plan avant et on achète le véhicule par rapport à ce qu'on veut. Parce qu'autrement, moi je vois, il y a des personnes qui me contactent, qui me disent, donc j'ai, je sais pas, un Volkswagen, un T4, qui fait
telle taille et dedans je veux une douche, un frigo, une cuisine, un ceci, un cela, etc. Et là je dis bah non en fait, c'est pas possible, je peux pas pousser les murs, donc c'est pas possible. Donc du coup c'est ça, il faut d'abord réfléchir avant d'acheter au confort qu'on veut et du coup pour voir la dimension du véhicule dont on a besoin. Et une fois qu'on a le véhicule, ce qui peut être pas mal, c'est déjà avec des scotch ou avec une craie, hein, de dessiner par terre en fait les dimensions, les meubles par rapport au plan qu'on a fait, pour voir si c'est réaliste ou pas, pour voir si voilà par rapport à ce qu'on a fait sur le papier, si une fois qu'on est dans le véhicule, si ça va, si dans le couloir qu'on a prévu, on passe vraiment, si on se tourne facilement ou s'il y a des difficultés, qu'on a les fesses qui frottent sur le meuble d'en face. Voilà, on peut voir un petit peu tout ça en fait en dessinant sur le sol. Il y en a d'autres qui font des meubles aussi. Les Coucou Liberté, ils avaient fait des meubles en carton pour voir leur aménagement. C'était fabriquer tous les meubles C'est en assez carton en fait intelligent pour aussi. voir. Ouais, ouais, ouais. Et et du coup comme ça on se rend compte et on peut voir peut-être faire des modifications et tout. Mais bien sûr, quand on a fait notre plan aussi, on a fait plein de recherches sur Internet pour voir un petit peu tous les vannes et les aménagements qui existent pour voir qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce que justement, t'as des sites ou des personnes que tu dirais qu'il faut absolument suivre pour les aménagements? Il y a un livre qu'il faut absolument acheter. Ok. C'est le livre des Trivial Lifers. C'est dommage, je l'ai pas là. Je l'ai en bas. J'aurais pu montrer la couverture. C'est le livre des Trivial Lifers, le dernier là qui vient de sortir. C'est sur l'aménagement de vannes. Mais enfin, leur C'est livre une est pépite. hallucinant. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ils ont fait un travail mais de fou. Parce que des livres d'aménagement de vannes, il y en a plusieurs. Hein. Et j'aime bien y jeter un petit coup d'œil et tout et voir. Et jusqu'à maintenant, celui-là, non, celui-là, il est extraordinaire. Il Je est le extraordinaire. mettrai Il dans les est ressources. hyper complet. Mm. Ouais. Il est hyper complet, il est hyper bien fait. Moi, j'ai eu la chance de le lire avant qu'il sorte. Ils m'ont demandé mon avis, etc. J'ai vu avec eux s'il y avait des petites choses que je pensais à rajouter ou pas. J'ai halluciné, en fait. J'ai halluciné du travail qu'ils ont fait, de la qualité et de la quantité de ce qu'ils ont produit, quoi. Et par rapport au prix, franchement, mais allez-y, n'hésitez pas. Que vous fassiez faire votre van par quelqu'un ou que vous le fassiez vous, en fait. Parce que même si vous le faites faire à quelqu'un, dedans, il y a plein de choses, en fait, qui vont pouvoir vous aider à faire des choix pour demander après aux professionnels. Et il y a aussi des choses, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont écrit 2 livres, mais il me semble qu'il y a des choses aussi pour choisir le véhicule dans celui-là, où je confonds peut-être avec l'autre. Non, je crois qu'il y a ça dedans. Là, c'est dommage que je l'ai pas pris. Et vraiment, je le conseille, quoi. Je crois qu'il est 20 € ou 25 €, un truc comme ça, ce qui est rien du tout hein, dans le budget d'un aménagement de van. Ça rentre Donc dans du coup, la phase tester. réflexion, justement. Ouais, réflexion et même pour ceux qui aménagent même le van, enfin c'est leur mode d'emploi en fait. Hein. Il y a vraiment expliqué comment faire l'installation de gaz, comment faire l'installation d'électricité, comment faire l'installation eau, quelles sont les choses conseillées à acheter, etc. Enfin c'est vraiment, C'est complet. on dirait que c'est moi qui l'ai écrit quoi. Tellement que j'en fais la pub, mais je le trouve tellement bien que ouais vraiment. Ok. Voilà. Bah, super C'est intéressant, pas un je le placement de rajouterai. produit. Je le mettrai dans les ressources si ça peut Ouais. aider certains, effectivement, s'ils se posent des questions, au moins de regarder un petit peu comment ça se passe, quoi. Super. Et du coup, dernière question un petit peu là-dessus, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées personnellement quand bah, tu as construit ton van? Et puis après, bah, sur les autres vannes que tu as pu voir au fur et à mesure que tu as aménagé, c'était vraiment quoi les plus grosses difficultés quand tu as eu ce genre de projet? Alors pour mon van à moi, c'est différent que maintenant les vannes que je fais parce que bah, voilà, j'y connaissais rien quoi. Mm. Donc du coup j'apprenais au fur et à mesure. Donc et oui c'est vraiment le côté psychologique en fait qui est compliqué parce que dans l'aménagement d'un van il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des couacs, des soucis, des problèmes et du coup en fait t'es toujours en train de te remettre en question, de devoir changer. Ce que tu avais prévu, devoir acheter autre chose parce que ça va pas. Et en plus de ça, quand t'as pas les techniques et les connaissances, et t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est hyper dur psychologiquement, quoi. C'est éprouvant, c'est fatigant. Il y a une vidéo que j'ai vue, c'est comment ils s'appellent? Raise on the road. Je suis très nulle en anglais. Ils ont une chaîne YouTube et ils viennent d'aménager leur van eux-mêmes. Enfin, lui surtout. Et justement, dans la dernière vidéo qu'ils ont fait, il explique, enfin la dernière ou l'avant-dernière, enfin c'est la dernière que j'ai vue en tout cas, ils expliquent comment ils ont galéré, comment il a galéré en fait justement psychologiquement avec tout ça quoi.
et peut-être que ce sera plus clair avec ces mots-là. Mais oui, je pense que c'est le côté le plus compliqué. Il faut toujours et au final, ça prend beaucoup de temps dans la réflexion de savoir voilà comment on va faire les choses ou comment il faut se réadapter ou qu'est-ce qu'il faut trouver comme petite astuce pour essayer de pallier à ça qu'on n'avait pas à penser. C'est tous ces choix d'aménagement, le fait de dire comment je peux gérer au niveau de l'architecture, de ce que je veux mettre au niveau des meubles, etc. Ou est-ce que ça va au-delà de comment tu le fabriques, comment tu le... Il faudrait que je trouve un exemple. Moi, je savais où je voulais mes meubles et tout ça, hein. Je savais la disposition, tout. Mais après, voilà, quand il faut faire la réalisation, il faut trouver des idées de comment accrocher ce meuble sur le mur et qu'il tienne, quoi. Parce que accrocher, par exemple, un meuble dans une maison, voilà, on l'accroche, ça tient. Mais dans un véhicule, ça vibre tout le temps, constamment. Et il faut pas que dès que vous prenez un dodan, le meuble il s'éclate par terre, quoi. Il faut vraiment que ça soit bien fixé et tout. Donc il faut trouver des techniques parce qu'en plus c'est fixé soit dans l'habillage que vous avez mis, soit dans les renforts en fait en métal qu'il y a derrière, ce que je conseille d'ailleurs. Et du coup il faut trouver comment en fait le fixer, comment ça peut tenir dans la durée. Et du coup il faut trouver les bons matériaux pour les fixer. Bon, ça c'est le plus simple, mais après les réadaptations, je sais pas, il faudrait que je trouve un exemple. Justement, dans la vidéo là qu'ils ont faite, ils disaient plein d'exemples. Lui, c'était par rapport au gaz, je crois, surtout qu'il avait galéré, où il fallait trouver des raccords, les bons raccords, comment faire. Et puis il y a des contraintes aussi dans l'aménagement d'un van par rapport au VASP. Si on veut être dans la légalité et faire passer son van en VASP, il y a des contraintes à respecter. Donc c'est Tu pareil, peux il faut juste réussir préciser ce à. que c'est VASP pour ceux qui ne Alors savent c'est pas. pour faire passer son véhicule en carte grise de camping-car. Ok. Voilà, c'est une loi qui est passée il y a quelques années. Maintenant, en fait, quand on a un véhicule aménagé, si jamais il y a les cinq, c'est-à-dire une table et des chaises, un couchage, placard et un poste de cuisson fixe, euh, il faut euh, il faut en fait le faire passer en VASP pour être dans la légalité et pas avoir de problème de contrôle technique, etc. Voilà, et le VASP. Après, si on n'a pas ces 5 éléments, en fait, on n'est pas obligé de le faire passer en VASP, mais bon, il faut en parler à son assurance, etc. Il faut voir, il faut pas avoir de problème après par la suite si on a un accident, donc il faut toujours retenir au courant son assurance de ce qu'on a dans le véhicule. Les 5 éléments, est-ce que tu peux Et les citer ou... oui, oui, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a la table et chaise, Ouais. il y a un couchage, des rangements, des placards et un poste de cuisson fixe. Ok. Je crois que j'ai dit les 5. Il me semble. Et les normes après à respecter, il y en a plein, hein. Il y a par rapport à l'aération, il y a par rapport aux angles, il y a par rapport à la hauteur du lit, il y a plein de normes par rapport au gaz surtout. Et toutes ces normes-là, elles sont dans le guide AFNOR. Ce guide AFNOR, soit on peut l'acheter, alors c'est pas donné, je sais plus combien c'est, 200 ou 300 euros. Toujours pareil, dans le budget d'un aménagement de van, c'est pas grand-chose. Et au moins dedans, il y a tout et on sait exactement ce qu'il faut respecter. Ou alors on peut chercher à droite à gauche les informations sur Internet. Mais là, il y a de tout, quoi. Il y a des choses vraies, des choses fausses. Il y a des règles qui étaient vraies avant et qui ne le sont plus maintenant. Donc du coup, c'est plus compliqué. Ou alors on peut faire aussi le passage en VASP par quelqu'un, par un professionnel. Ok. Donc soit tu peux le passer, si je comprends bien, de manière, tu fais toute ta réglementation toi-même et tu fais passer C'est un le dossier à remplir certificat. en fait. Ouais, ça. Il y a un dossier Ok. à remplir, il y a plein de papiers à fournir et il faut avoir respecté toutes les choses parce qu'après il y a des contrôleurs en fait qui vérifient ton dossier, qui vérifient ton véhicule et qui voient si tu as vraiment respecté toutes les règles de l'AFNOR. Ok. Très bien. Ok. Donc c'est une certification effectivement pour qu'après tu puisses circuler librement un peu partout. Voilà, et c'est Ok. payant, c'est pas donné. Voilà. Tu parlais dans le budget d'un van que c'était pas forcément grand-chose. Est-ce que tu saurais donner à peu près une estimation si on veut Alors construire un van, ça, une fourchette, hein, j'entends bien parce que ça dépend du véhicule, ouais, ça dépend de ce qu'on veut faire dedans, l'aménagement, etc. Mais ouais. entre Alors il y guillemets en de a la beaucoup qui fourchette basse demandent jusqu'à ça. la fourchette haute. Ouais, ben je dirais de 100 à 100 000 euros. Parce qu'en fait, un van aménagé, il y a de tout. Tu peux très bien en fait acheter un utilitaire et mettre un matelas derrière à 100 euros et t'as un van aménagé. Donc, tu peux y dormir dedans et tout. Et après voilà, ça dépend le confort que tu veux. Il y a de tout. Ça dépend si tu le fais toi-même ou si tu le fais faire. Quand tu le fais faire, forcément c'est plus cher.
Tu peux vraiment, enfin, il y a pas en fait. Je peux te dire la tranche à peu près de mes clients ou des gens autour de moi, enfin de ce que je vois. Souvent, c'est entre 20 et 35, la plupart. Ceux qui le font eux-mêmes, ça peut aller moins cher. Et encore que maintenant, avec toutes les augmentations de prix, c'est compliqué en fait. Ouais. Mais justement, la vidéo là que je te parlais tout à l'heure, je crois que eux, ils ont dit 35 000 euros. Ils l'ont fait Ok. eux-mêmes. Donc, il faut compter ouais, au moins un budget minimum de à peu près 20 000 euros pour dire d'avoir un van correct et aménagé. Oui, Et, après, on peut s'en sortir moins cher. Moi, je sais plus, je m'en étais sorti beaucoup moins cher, mais bon, j'avais pas mis de chauffage et j'avais récupéré un max de choses pour faire des économies et tout. Il y avait plein de choses que j'avais récupérées. Donc, j'en avais eu pour beaucoup moins cher. Mais bon, c'était il y a plusieurs années aussi. Les matériaux n'étaient pas au on même n'avait pas prix. autant flambé Voilà. qu'aujourd'hui. Tout à C'est fait. ça. Même les équipements en eux-mêmes, quand on veut acheter un chauffage, un frigo ou des choses comme ça, même ça, je vois la différence de prix. Ça a bien augmenté. Ça augmente chaque année, hein, mais là, ça a pris une petite claque, quoi. Mm. Du coup, ouais, je dirais, prévoyez large, quoi. Prévoyez au moins 20 000 euros si vous le faites vous-même. Et si vous le faites faire, il faut prévoir plus, quoi. Parce que je sais qu'au tout début, quand je me suis lancée, il y en a plein qui m'écrivaient et qui me disaient, j'ai un budget de 5 000 euros. Je leur disais, ouais. Je peux vous coacher si vous voulez. Et c'est ce que je leur proposais parce que je fais Ouais. des accompagnements à distance aussi. Bon, il y en a plein qui le prenaient pas bien, mais après, voilà, c'est une entreprise, hein. Bah oui. Je serai rentière, je ferai ça gratuitement, mais avec grand plaisir. J'aiderai les gens avec grand plaisir gratuitement. Mais bon, il faut que je paye, Civil. Mm. voilà, il Tout faut à que je fait. paye mes factures. Et ça se comprend. Ok, super. Eh ben, je te propose de partir un peu plus sur bah, comment ça se passe la vie, l'expérience de la van life, parce qu'on entend un peu de tout et de n'importe quoi aussi bah, sur les réseaux Mhm, sociaux, sur les retours d'expérience, etc. Est-ce que je sais que tu as une petite expérience de la van life en France et à l'étranger? mhm. Est-ce que tu peux me faire un peu un retour d'expérience sur le mode de vie en van? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'on peut y vivre toute l'année dans son van? Euh, comment ça s'est passé pour toi, par exemple? On peut en échanger là-dessus puisque j'ai eu Mhm. aussi une petite expérience, mais à l'étranger. Peut-être qu'il y a des différences aussi avec la France. Euh, est-ce que, bah voilà, tu peux avoir un petit retour d'expérience de ta propre expérience là-dessus? Alors déjà, en France, à l'étranger, c'est différent. Et après, à l'étranger, suivant les endroits, c'est différent aussi. Moi, j'ai été en Afrique avec mon véhicule plusieurs mois et là-bas, c'était vraiment bien. Il n'y avait pas de problème pour l'interdiction de se garer pour les camping-cars ou les choses comme ça. Il n'y a pas ce problème-là là-bas. Contrairement à France et à d'autres pays d'Europe ou même à d'autres pays à l'étranger. Euh, et puis, je pense que l'expérience de vie ou de voyager en van est différente suivant le pays où tu vas, mais aussi suivant qui tu es. Je pense que tout le monde vit pas les choses de la même façon par rapport à nos expériences de vie, à notre état d'esprit du moment. Je pense qu'on vit les choses différemment. Je pense que tu peux aller en van dans un endroit et je peux y aller à la même période dans le même endroit et on peut vivre deux choses complètement différentes parce qu'on est des personnes différentes, donc du coup on apprend les choses différemment. Mais après, je dirais que moi je préfère la van life à l'étranger euh, parce que déjà je préfère voyager à l'étranger et en plus de ça, je trouve que c'est plus facile pour se garer, pour tout en fait. Alors en France, tout est compliqué maintenant en van. C'est la mode, il y en a partout et beaucoup de personnes malheureusement ne respectent pas les lieux. Donc du coup, maintenant, ça devient un petit peu interdit partout. On est un petit peu vu comme des bêtes noires. Et l'autre jour encore, là, je suis allée faire mes courses chez Lidl et il y avait 3 camping-cars sur le parking et il y en avait 2 qui étaient garés normalement sur une place normale et le troisième était garé en long sur 4 ou 5 places. Il était en train de charger ses courses. J'ai hésité à aller les voir juste pour leur dire gentiment que voilà que c'est à cause de ce genre De de façon de faire comportement? qu'on est Mm. mal vu et que c'est interdit partout, en leur disant gentiment, en leur disant que moi-même j'ai un van, etc. Mais bon, j'ai pas osé parce que après je me trompe peut-être, mais souvent des personnes comme ça ne supportent pas quand on leur dit ce genre de choses, même si on leur dit avec bienveillance. Et du coup, je voulais pas d'histoire, donc j'ai pas bataillé. Mais voilà, il y en a beaucoup qui respectent pas les choses et du coup en France ça devient très très compliqué.
À l'étranger, je pense que c'est différent. Alors pas partout, hein, parce que maintenant, même en Espagne ou au Portugal, ça devient compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi. Mais en Afrique, c'était facile. Et puis en Afrique, il y a tout ce qu'il y a autour de la van life. Il y a l'Afrique et la découverte des cultures différentes, des peuples différents, etc. Donc c'est encore autre chose, quoi. Je sais pas Ok. si j'ai répondu entièrement à ta question. Bah, Pas tout effectivement, à fait. si, complètement, mais je compléterais, effectivement, on entend de plus en Mm, plus en France au niveau, bah, comme tu disais, vu comme une bête noire. C'est mm, vrai mm, que de moins en moins accepté. Après, il y a eu effectivement aussi des abus. Au niveau des terrains, par exemple, de se garer dans des terrains illégalement ou de laisser aussi des déchets, de salir mm. des terrains, donc des propriétaires qui n'en peuvent plus et qui ne veulent plus laisser aussi garer Ouais. sur certains terrains privés des vannes. Oui, Euh, c'est ça. Quand vous allez faire pipi, ou plus, hein, si affinité, hein, ça dépend. Votre papier et le cadeau que vous avez laissé à la terre, mais c'est pas compliqué en fait de l'enterrer. Alors soit vous faites un petit trou avant, si vous avez toujours une petite pelle avec vous dans le véhicule, et vous après vous fermez le trou. Soit si vous n'avez pas fait de trou, ben c'est pas compliqué d'aller chercher un petit peu de terre ou un peu de sable ou je sais pas où c'est que vous êtes et de mettre par dessus en fait, d'enterrer un petit peu ce que vous avez fait. Et c'est compostable, donc ça va se désagréger. Mais cachez-le de la vue, en fait. Ne polluez pas visuellement les lieux et que les gens, quand ils marchent pas dans vos trucs, quoi. Faites en sorte que ça soit un peu enterré, quoi. C'est un minimum de respect par rapport aux autres et par rapport à la nature, quoi, tout simplement. Enfin, je, je, moi, je comprends pas que les gens, en fait, puissent faire preuve d'autant de manque de respect envers les autres, envers la nature et du coup, je me demande quel respect ils ont envers eux-mêmes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. Dans les incivilités, même problème de l'influence aussi de ce mode de vie, c'est que monsieur et madame tout le monde a envie de participer, mais n'ont pas forcément toutes les règles, entre guillemets, de la van life. Oui, On oui, pense oui, oui, liberté c'est et du sûr. coup, un peu trop liberté peut-être. Oui, après, il y a la van life liberté, et il y a les camping-caristes, c'est plus un moyen de voyager plus économique et plus. Il y a plusieurs en fait styles de personnes qui ont ce mode de voyage. Mais après, tout le monde doit respecter tout le monde doit respecter les lieux et doit respecter les autres en fait. Et puis voilà, s'ils veulent pas enterrer, il y a vous savez les sacs à crottes là qui existent pour les chiens. Un petit sac à crottes, on peut mettre Mm. le petit papier dedans ou même faire ce qu'on a à faire à l'intérieur, ça dépend ce qu'on fait. J'ai une amie aussi qui fait beaucoup de rando. Elle, ce qu'elle fait, c'est que si c'est l'hiver ou des jours très humides où il y a plus ou des choses comme ça, elle brûle. Elle a toujours un briquet sur elle. Elle brûle son papier toilette. Alors à ne pas faire l'été, hein. Éviter de mettre le feu à la forêt. Éviter de faire les feux de forêt. Mais voilà, autrement elle brûle son petit papier toilette et elle attend qu'il se consume et pour être sûr que ça soit bien éteint, etc. Voilà, il y a différentes techniques pour respecter. Et puis après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand on se gare, il faut prendre une seule place et pas prendre toute la place. Et puis il faut respecter s'il y a d'autres gens à côté. On n'est pas, moi j'en ai déjà vu qui sortent, hop, en slip kangourou, sur sa chaise longue, collé à ma fenêtre, la femme qui étend toutes les petites culottes, juste collée à ma fenêtre aussi, et la radio avec le foot à fond, et il a sa bière à la main, et voilà, sans avoir dit bonjour, sans leur demander si ça te dérangeait pas, enfin, ils avaient la possibilité de faire ça de l'autre côté de leur véhicule, mais non, ils ont décidé de le faire devant ma fenêtre. Mm. Ça, enfin voilà. Moi, il y a pas de souci, hein. Si la personne demande, si on fait un peu connaissance avant ou quoi, il y a pas de problème. Mais si c'est fait comme ça, sans gêne, je suis chez moi, je fais ce que je veux, c'est autre chose, quoi. Mm. Voilà, il faut respecter les lieux et les gens. Tout à fait. Et justement, bah, dans cet envers du décor aussi, parce qu'on parle toujours des belles choses de la van life, même si Mhm. ça commence un petit peu à en parler un peu je voyais sur les réseaux sociaux aussi, du fait que c'est un style de vie aussi on a l'impression qu'il est très communicatif, au niveau de la van life, mais c'est aussi solitaire parce que parfois certains qui sont en van ne sont pas forcément, ils ont envie d'être tranquilles justement dans leur lieu de nature, et ils Mhm. n'ont pas forcément envie d'être en communauté à échanger avec les autres. On voit parfois des photos où on est tous en train de boire un verre et à faire la fête, mais c'est pas toujours vrai. Et pour l'avoir vécu, Mhm. même aussi à l'étranger, il y a des fois les gens ils te regardent un peu bizarre, t'arrives sur leur spot, et, ils ont pas envie forcément d'être dérangés. Est-ce que tu as eu ce genre de retour aussi, ou comment tu vois
Oui, en fait, on n'est pas tous dans le même mood au même moment. C'est-à-dire qu'on a tous nos moments où on a envie de rencontrer des gens et on a envie de partager, et on a tous nos moments où on a envie d'être seul et se retrouver avec soi-même. Et en fait, on n'est pas tous en même temps dans le même mood. Donc du coup, on peut arriver sur un spot et se dire, j'espère sur ce spot, il y aura des gens et qu'on va passer une bonne soirée et qu'on va faire des rencontres et tout. Mais quand on arrive sur ce spot, il y a peut-être déjà des gens qui, eux, à ce moment-là, veulent être seuls et veulent être tranquilles et veulent se retrouver avec eux-mêmes. Et du coup, en fait, c'est ce décalage peut des fois, enfin, après, je pense que c'est juste une façon de communiquer et de faire, en fait. Je pense que quand on arrive sur un spot, il y a déjà des gens et que le spot est petit, hein, qu'il y a pas beaucoup de place, etc. Je pense que ce qui est bien, c'est d'aller voir les autres personnes, d'aller se présenter, de dire bonjour et de demander si ça dérange pas de qu'on se gare là, tout simplement. Alors oui, il y en a plein qui vont dire, mais c'est public, c'est fait pour tout le monde, je vois pas pourquoi on pourrait pas se garer, s'il y a encore de la place et tout. Oui, c'est pas faux, mais c'est juste la moindre des politesses, en fait, d'aller voir. C'est rare les personnes qui vont vous dire non, va-t'en, je veux le parking à moi tout seul, en fait. Mais c'est juste, en fait, pour qu'il y ait pas de problème et pour que ça se passe bien, en fait, pour qu'il y ait une bonne énergie, en fait, sur les lieux. Quand on arrive, en fait, on est poli, on va se présenter et on va juste demander là. Ou même si on veut pas demander la permission, on dit bonjour, je me pose là pour la nuit. Si vous voulez boire une bière après, c'est avec plaisir. Ou alors, tout simplement, j'ai du travail, je reste un petit peu seule dans mon coin et tout. Mais voilà, juste, en fait, communiquer et dire les choses, en fait. Comme ça, les personnes à côté, elles savent. Et il n'y a pas de montage. On se dit pas dans la tête, on se fait pas des films, on se dit pas ceci, cela, etc. Donc c'est juste ça. Et après, si on est nous en premier sur le spot et que là il y a des gens qui arrivent et que du coup ne font pas ce genre de choses et sont assez dérangeants, soit d'aller les voir et de discuter avec, de demander de la distance ou du respect ou des choses comme ça, soit on part et on va sur un autre spot, quoi. Mmh. Et au niveau des spots, en France, est-ce que tu as des entre guillemets «des astuces» pour ceux qui ont envie, de trouver? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques et des pratiques un peu moins, bien à réaliser, pour «trouver un spot» entre guillemets? Alors au début, j'utilisais Park4Night, la Mmh. fameuse application dont tout le monde parle. Alors certains en parlent en bien, d'autres en parlent en mal. Euh, Moi, je dirais que c'est ni mauvais ni bon parce que ça peut être chouette pour dépanner, pour trouver des chouettes endroits par moment. Mais le problème, c'est que de plus en plus de personnes utilisent ces applications et du coup, les endroits répertoriés sont de plus en plus pollués et commencent à être de plus en plus interdits. Parce que sur cette application-là, en fait, je sais pas si c'est toujours le cas, mais avant, n'importe qui pouvait rajouter un spot dessus. Euh, et souvent, ben, les personnes mettaient des endroits sans savoir que c'était des endroits privés ou des choses comme ça. Et au final, le propriétaire a rien demandé, quoi. Mmh. Il a pas dit OK pour être sur une application où plein de gens vont débarquer chez moi. Et ça, je trouve ça un petit peu limite. Je trouve ça dommage, en fait. Je pense que tous les points, avant d'être visibles Validé. aux Mmh. yeux de ouais, tout le monde, ils devraient être validés et vérifiés, en fait, par ceux qui font l'application. Mais bon, après, voilà, c'est pas un reproche que je leur fais, hein, c'est juste que je pense que ce serait mieux et plus respectueux, en fait, et ce serait mieux même pour la pérennité de l'application et pour le respect des lieux et des gens, quoi. Et après, autrement, quand on n'a pas l'application, on peut tout simplement faire avec Google Maps, hein. Il suffit de regarder et de zoomer et de voir où c'est qu'il y a des endroits nature, ou même quand on roule sur la route, on regarde, en fait, on jette des coups d'œil à droite à gauche, des endroits qui pourraient être un petit peu tranquilles pour se poser, ou ou des parkings publics ou des choses comme ça, si on veut pas aller dans des campings. Et après, on peut demander si on a un endroit et il y a des maisons pas loin, on peut tout simplement aller toquer à la maison et demander, se présenter et dire bonjour, je voudrais juste passer une nuit tranquille en respectant les lieux. Est-ce que vous savez à qui ça appartient ce petit bout de terrain? Est-ce que vous savez si je peux me poser pour la nuit? Et voilà, juste c'est toujours pareil en fait, aller se présenter et demander. Et poser la question. C'est Ouais. voilà. Et en fait, quand on est dans une démarche comme ça, la plupart du temps, les gens ils disent oui en fait parce que t'es poli, parce Ils qu'ils voient t'ont que vu en fait. Voilà, ouais, ils ont vu comment tu étais, ton comportement et du coup, voilà. il faut créer un peu ce lien de confiance aussi, Ouais, dès le départ, quoi. tout à fait. OK, Mmh. super. Tu as d'autres, conseils? Je sais pas, kiffer en fait, profiter du moment, rester dans une bonne énergie parce que moi je dis toujours le positif attire le positif, négatif attire le négatif.
Donc du coup, si vous êtes dans une mauvaise énergie, il va vous arriver que des que des couacs en fait dans la journée. Donc soyez dans un bon mood. Si vous vous levez et vous êtes de mauvaise humeur, essayez de changer votre humeur et profitez, faites des rencontres si vous avez envie de faire des rencontres. Restez seul si vous avez envie de rester seul. Choisissez justement vos activités de la journée et vos spots du soir par rapport à votre énergie. Euh, je sais que quand j'ai envie d'être seule, j'essaie de trouver un spot où il y a plus de chances en fait qu'il y ait personne qui vienne, que je sois seule. Et quand je veux rencontrer du monde, je vais dans des endroits où je sais qu'il y aura probablement d'autres vannes. Et après, je sais pas, kiffer quoi, profiter, vivre. Je sais pas trop. Ça me viendra peut-être après. C'est une bonne façon de dire, c'est aussi le kiff, la van life. Donc, Ben oui, 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 c'est oui, oui. aussi, À la base, c'est ça. Et le problème, c'est que la mode étant, ça a tendance à se transformer malheureusement. Mais à la base, c'est juste du kiff, c'est de la liberté, c'est juste magique, c'est juste la sensation en fait. Je sais pas si tout le monde l'a, mais pour en avoir discuté avec certaines personnes, il y a une sensation particulière en fait quand tu montes au volant de ton véhicule et que tu démarres et que tu commences à rouler avec ta maison à l'arrière, une espèce de sensation à l'intérieur qui est magique et qui est, je saurais pas la décrire en fait, mais quand j'en ai parlé avec d'autres personnes en fait qui ont la même sensation, c'est juste génial en fait. Et voilà, il faut juste profiter et s'amuser. tout à fait, tout à fait. Je suis pas sûre qu'on ait répondu justement d'ailleurs à cette question-là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une saisonnalité pour la van life? Ah, non, pas vraiment. Après, bien sûr, c'est plus agréable de la van life quand il fait beau. Plutôt qu'en hiver, forcément, c'est plus agréable. Mais je pense pas qu'il y ait de saisonnalité. C'est pas forcément agréable quand il pleut. Parce que voilà, on est dans un tout petit véhicule et parce que quand on est en van, on vit souvent dehors, hein. On n'est pas souvent dans le véhicule. On est plus à l'extérieur où on a toujours les portes ouvertes et on est toujours mis dehors, mis dedans. Donc, quand il pleut, c'est pas pareil. C'est pas très agréable. Et quand il fait froid, ça dépend. Après, ça dépend aussi. Hein, ceux qui aiment le froid, ils vont adorer vivre en van d'hiver. Mais moi, je préfère l'été et les pays chauds. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais en Afrique. Hein. Hmm. Je savais que là-bas, ce serait agréable au niveau du temps, quoi. Après, il y en a qui aiment pas être en van quand il fait trop chaud. Donc ouais, ça, Parce que c'est étouffant à l'intérieur ou parce qu'ils ont des animaux qui supportent pas la chaleur. Parce que les animaux, quand il fait 35 ou 40 degrés dans les véhicules, c'est pas c'est pas possible. bon pour eux, quoi. Voilà. Hmm. Donc du coup, le printemps. Le printemps, il y a plus de vannes de sortie. Non, là où il y en a le Mais plus, c'est l'été. L'été, c'est là où il y a le plus de monde sur en van. Ouais, ok, alors évitez, voilà, évitez justement l'été. Évitez entre le 15 juillet et le 15 août, surtout. ok, ok, c'est noté. Alors, on va passer à une petite phase d'action du coup maintenant. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail? C'était au premier jour de la construction ou de la rénovation d'un van. On en Mhm. a un tout petit peu parlé, mais est-ce que tu as un conseil concret? Qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs pour commencer leur projet? Pour commencer leur projet, le premier jour où ils doivent commencer à visser, à couper et tout ça. Ouais, Alors essayez de bien réfléchir, bien visualiser. En fait, il faut toujours anticiper les étapes d'après. Euh, Parce qu'en fait, c'est compliqué de... Alors, il y en a sûrement certains qui le font, hein, mais c'est compliqué de faire tout d'un seul coup. Par exemple, faire toute l'électricité de A à Z d'un seul coup. Moi, je vois pas trop comment c'est possible. Parce qu'en fait, il y a une partie électrique, ça va être plus facile de la faire avant les meubles, parce qu'on a plus d'accessibilité. Et d'autres parties, on va devoir les faire après les meubles parce qu'il y a des incrustations dans les meubles, il y a des incrustations dans les murs, etc. Et c'est comme ça un petit peu pour toutes les parties. C'est toujours mélangé. Il n'y a pas une phase après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est un petit peu tout. Et c'est ça qui rend les choses un peu plus compliquées. Donc du coup, il faut toujours voilà prévoir les étapes d'après, essayer de visualiser si on a cette faculté-là, si on a cette possibilité-là de visualiser. Ceux qui arrivent pas, ils peuvent se faire des plans 3D ou des dessins ou d'autres choses. Se noter aussi, faire des notes avec les étapes à faire, les choses à pas oublier, les choses comme ça.
parce qu'autrement, on commence à faire quelque chose et on se rend compte, en fait, qu'il aurait fallu faire autre chose avant cette chose-là, et du coup, on doit défaire pour refaire. Donc voilà, toujours bien ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour la réflexion et pour tout ça, en fait. Quand vous aménagez votre van vous-même, vous dites pas que vous allez le faire en 2 mois ou en je sais pas combien de temps. Parce que moi, ce que j'ai pas dit, c'est que moi, mon véhicule, je l'ai fait en 58 jours, mais toute la partie, tout le temps, en fait, où j'ai passé à chercher un véhicule, j'ai préparé tout mon projet. C'est-à-dire, j'ai commandé tous Tes mes matériaux. équipements. Voilà, j'ai préparé, j'ai tout préparé en fait dans ma tête. J'ai fait toutes les recherches. Je me suis fait des captures d'écran, des petits enregistrements. Je me suis mis des vidéos de côté, etc. Pour les étapes, pour après avoir tout ce qu'il fallait quand j'ai emménagé en fait. Tu Pour t'es tous fait les modes ta d'emploi, tous les notice trucs. quelque part. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Et Mm. j'ai étudié quoi. Mm. Je me suis fait ma formation à distance sur YouTube pour aménager. Mais la plupart des personnes, en fait, le font quand ils sont en train d'aménager, en fait. Donc, du coup, prévoyez-vous toujours dans une journée d'aménagement. Dites-vous que dans la journée, vous allez peut-être certains, hein, mais souvent, vous n'allez pas travailler toute la journée en train de bricoler. Il va y avoir une bonne partie dans la journée où il va falloir réussir à commander une pièce qui vous manque, ou un clou, une vis, quelque chose qui vous manque. Soit le commander, soit aller en magasin pour aller le chercher. Et toute une partie aussi réflexion dans la journée. Et le soir, après, ce qui est bien, faites-vous des listes, des étapes et des choses que vous voulez faire le lendemain. Parce que c'est pas mal comme ça, le lendemain, si vous êtes fatigué ou en perte d'énergie ou en perte de motivation, vous savez quelles sont les étapes que vous devez faire. Et du coup, vous dites pas, bon, je vais où, je fais quoi aujourd'hui, comment j'y vais. Voilà, essayez de vous faire un petit Mm. planning, quoi. Un petit Si vous cahier ou est-ce que simplifiez, voilà. t'as des outils, tu le faisais de manière papier ou tu le faisais Moi, parfois je suis plus papier. Moi, je suis plus ok. papier que. Alors maintenant, j'essaie pour le côté pratique, que pour pas perdre le papier, etc. De faire sur mon téléphone, dans les notes en fait de l'iPhone, d'essayer de faire des choses parce que je me fais toujours un planning des étapes que j'ai à faire. Alors c'est pas comme avant, hein, c'est beaucoup plus simplifié et c'est plus pour voir ce qui me reste à faire. Mais autrement, avant, j'avais un cahier en fait, un petit carnet où je notais tout dedans et où je notais même une liste d'achat des choses qu'il fallait que j'achète Mm. et euh, et aussi une liste d'outils qu'il fallait que je demande à droite à gauche parce que j'avais pas d'outils, j'avais pas ce qu'il fallait, donc il fallait emprunter à droite à gauche certaines choses et aussi une liste des choses qu'il fallait que je recherche. Comment faire, je sais pas, j'ai au pif comment faire un tiroir, regarder ça sur YouTube ce soir pendant que je suis en train de manger ou regarder, voilà. Ok, super intéressant. Et du coup, tu t'es vraiment formée en amont et du coup, une fois que t'étais prête, t'avais ton véhicule, t'avais juste à découler entre guillemets ta notice. Alors pendant que j'emménageais mon véhicule, je continue à faire plein de recherches, à poser des Mm. questions sur les réseaux, etc. Et, j'avais pas tout, voilà, j'avais pas mon bac plus 5 aménagement de van non plus. Mais disons que j'avais déjà T'avais fait un pas mal de pré-diplôme. recherches. Voilà. Mais il fallait que je continue en fait à rechercher. Et puis sur le moment, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé en fait, parce qu'on se rend pas compte. Quand on voit un van fini, on se dit voilà, c'est facile. Et enfin, peut-être que tout le monde se dit pas ça. Mais moi, c'est ce que je me disais. Bon, ça va, ça n'a pas l'air très compliqué. Et en fait, sur le moment, tu te rends compte qu'il y a plein de choses auxquelles t'as pas pensé. Et puis un véhicule, c'est pas droit. C'est pas comme dans une maison, en fait. Au final, je pourrais faire une maison demain, ce serait beaucoup plus facile. Parce que un van, rien n'est droit. T'as pas les parois droites, t'as rien qui est droit. Donc il faut toujours adapter. Il faut trouver des techniques de comment réussir à découper ton bois pour suivre la La paroi du courbe. mur. Ouais, non, Et c'est ça, sûr. tu sais pas le faire et tu sais pas comment il faut faire. Donc, du coup, il faut l'apprendre, il faut trouver des techniques. Faut trouver une vidéo YouTube où la personne explique ça. Et il faut que ça soit inscrit dans le titre. Si tu veux réussir à le trouver dans la vidéo, enfin, à le trouver dans le moteur de recherche. Enfin, Donc ouais, voilà. l'organisation, la recherche et savoir Ouais. ouais. Ça reste Et jusqu'au bout, demander hein. de l'aide aussi. Ouais, et Hein? demander de l'aide. Ça reste jusqu'au bout parce que l'organisation, il faut l'avoir quand on a son van aussi qui est terminé pour pouvoir bien vivre entre guillemets la Ouais, van life ouais, ouais, ouais. correctement, mais même en amont quand on le construit, hein. Mais après, à côté de ça, il y a des personnes que je connais ou que je vois des personnes plus roots, plus peace, etc., qui sont plus pas dans l'organisation et plus dans le côté cool, on y va et tout ça, qui font des aménagements, alors après plus ou moins sommaires, et qui vivent en van, et pourtant ils ont zéro organisation. Mais ça se passe très bien pour eux aussi. Mais du coup, ils ont pas cette pression de temps, de planning, etc., quoi. Ça prendra le temps que ça prendra, et vu qu'ils sont pas organisés, ça prend plus de temps, mais eux, ils s'en fichent complètement parce que
C'est une pas façon de après la vivre. montre comme nous et comme beaucoup de gens, quoi. C'est une façon de vivre, tout à fait. Ok, super. Et du coup, dans ta vision, dans le meilleur des mondes, est-ce que je peux te demander pour toi, quel est ton bercail idéal? Est-ce que c'est la van life ou est-ce que c'est une autre typologie d'habitat? Alors, c'est pas la van life, même si j'adore ça, hein. C'est trop, ça a pas bien évolué pour moi. Et puis même pour plein d'autres raisons, c'est pas ça. Moi, ce serait une maison autonome. Une maison autonome. Alors bien sûr, toujours avoir un petit véhicule ou un petit van à côté pour pouvoir voyager, même si j'aime beaucoup aussi voyager en sac à dos. Mais c'est une maison autonome et là, je suis en train de voir pour les Earthship. Donc, je sais pas si les gens connaissent. Vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, regarder ce que c'est. Ça commence à se développer de plus en plus en France, je me rends compte. Donc, ça va finir par être plus connu. Alors, j'espère que ça va pas devenir à la mode comme, enfin, j'espère oui et non. Parce que si ça devient à la mode, c'est bien parce que c'est un habitat autonome et respectueux de l'environnement, etc. Par rapport à ces matériaux pour la construction et tout. Donc, c'est bien pour la planète. Donc, je trouve ça bien. Mais après, j'ai peur qu'il y ait des dérives, un peu comme il y a eu pour la van life. Mais voilà, ce serait ça, ou une autre peut-être maison autonome que je connais pas, hein, mais pour le moment Tu te diriges c'est là-dessus. vers le worship. Ouais. Tu pourras venir nous présenter dans un prochain épisode quand tu te seras plus Voilà. renseigné sur ta maison autonome. Si, Ouais, je vais faire un chantier participatif là cet été pour justement avec des personnes qui sont en train de, parce que c'est d'autoconstruction hein, pour ce genre de maison-là. Donc du coup, faire un chantier participatif pour voir un petit peu comment on fait et pour poser toutes les questions que j'ai à poser pour voir en fait si c'est vraiment ce qui me correspondrait ou pas. Et après voilà, si je me lance et que je fais, je reviendrai. Je te raconterai, je vous raconterai comment ça s'est comment passé? on fait. Pour information, les maisons Airship, donc du coup, c'est construit les murs avec des pneus, hein, c'est bien ça? Alors le mur façade nord est avec des pneus. Alors les pneus sont sous la terre, hein, ils sont pas visibles et tout. Non. Et non, les pneus dans la terre ne polluent pas. Mais en fait c'est alors c'est bizarre parce qu'il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qu'il y a d'écolo de faire une maison en pneus? Il n'y a pas plus polluant que des pneus. Mais en fait les pneus, le problème c'est que c'est très mal recyclé. En fait là c'est un moyen de les recycler, de les réutiliser parce que des pneus usagés il y en a tellement vu tous les véhicules. Puis maintenant plus les vannes. Hein. Il y a tellement de Voilà. véhicules, il y a plus de véhicules que de personnes en fait, parce que beaucoup, souvent les personnes ont deux véhicules alors qu'ils sont tout seuls. Même moi-même, hein, j'ai deux véhicules, donc je juge pas du tout. Hein. Mais du coup, tous ces pneus-là, après, on ne sait pas quoi en faire, donc je trouve ça bien De de pouvoir les pouvoir les réutiliser. réutiliser. Et Ok. puis après, les murs, par exemple, sont faits en terre. En terre, bon, c'est un mélange de terre, d'argile, de paille, de tout ça. Enfin, et du coup, il y a plein de matériaux comme ça qui sont utilisés et qui sont réutilisés ou qui sont faits avec des choses qu'on a autour de chez nous. Et enfin, il y a tout un truc, c'est assez compliqué, mais après, ça existe depuis très très longtemps. Hein. Ça a été créé par Michael Reynolds, Oui. qui est un Américain, et il a développé ça. Euh, il a développé ça, c'était où au-dessus du Mexique ou par là, je sais plus exactement. Euh, dans les années 60 ou 70. Donc il y a quand C'est, même du recul en fait sur ce genre de. C'est pas quelque chose qui a été créé l'année dernière, quoi. Ça ouais, ouais, existe non. depuis très longtemps. Et on en voit de plus en plus, même en France, il y a pas mal de Voilà, en France, reportages, ça se même sur développe. YouTube, où les Ouais, gens ouais, ouais. présentent au fur et à mesure leur maison, leur Et archi. apparemment, il y avait eu un reportage à la télé, parce que moi, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, mon oncle m'a dit qu'il avait vu justement un reportage là-dessus il y a quelque temps à la télé l'année dernière ou je sais pas quand. Un prochain sujet à aborder, les Earthships. Bon, Voilà, c'est ça. en tout cas, c'est noté. Est-ce que tu as des sources, comme des podcasts, des newsletters, des chaînes, des livres? Tu nous en as présenté un tout à l'heure que je mettrai dans les ressources pour s'informer sur la van life, pour s'informer sur comment construire son van. Est-ce qu'il y aurait d'autres invités que tu aimerais voir aussi sur ce podcast? Moi, je pense que toute personne qui a une histoire ou qui a une maison innovante ou qui sorte un petit peu de l'ordinaire ou qui est voilà un côté plus écologique et plus respectueux de l'environnement et tout, je pense que toute personne comme ça peut être intéressante. Puis moi, j'adore découvrir des nouvelles choses, des nouveaux habitats et tout, donc hâte d'entendre de nouvelles personnes. Et après, je sais pas sur la van life, je sais pas. Après les sources, j'en ai pas en particulier, à part le livre dont j'ai parlé là, des Trivan Lifer qui vient de sortir et que je trouve génial.
C'est vraiment des petites infos à droite à gauche, ou alors des sites. Est-ce qu'il y a mon fourgon aménagé? Je crois que c'est comme ça le site. Où c'est un espèce de blog où il y a un max d'infos sur l'aménagement de van. Il y en a mon fourgon le site et mon fourgon aménagé. Je crois que c'est des trucs comme ça. Il y a deux, trois blogs comme ça où il y a pas mal d'informations, un peu dans le style du livre dont j'ai parlé, mais un petit peu moins développé peut-être. Et après, voilà, je disais surtout des vidéos YouTube et des vidéos et des stories sur Insta. Enfin, moi, après, je suis très visuelle et je trouve ça bien, en fait, quand c'est expliqué en vidéo. Ouais, il faut chercher en Voilà. fonction des mots-clés, en fonction de la Voilà. recherche Et après, du besoin. n'hésitez pas à demander aussi, à poser des questions. Après, tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie de répondre, mais c'était de poser des questions à droite à gauche. Alors, c'est pas pour qu'on me pose des questions, parce que je vois déjà ma boîte mail se remplir. Alors, je reçois déjà énormément, des dizaines et des dizaines de messages par jour. Alors, désolée si je peux pas répondre à tout le monde. C'est assez compliqué pour moi de tout gérer en plus de mon entreprise et tout. Mais j'essaie de répondre. Mais après, moi, si vous voulez, je fais des accompagnements aussi à distance. Pour ceux qui aménagent eux-mêmes leur van, je fais des accompagnements à distance, en fait, où on a des contacts tous les jours. En fait, les personnes peuvent m'envoyer des messages, en fait, pour que je réponde à leurs questions et pour les aider dans leur aménagement. Donc, il y a ça aussi. Je pense qu'il y a d'autres professionnels aussi qui doivent proposer ce genre de prestations-là. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, quoi. Et si justement on veut te contacter ou on veut te retrouver ou te suivre aussi sur tes aménagements, où est-ce qu'on peut te trouver, Élodie? Alors moi, c'est sur Instagram que je suis le plus active. Enfin, le plus active. Je suis pas très très à jour, mais disons que je vais regarder régulièrement en fait les messages, etc. Donc c'est les Vanettes sur Instagram. Et après, j'ai mon adresse mail, mon contact mail que vous avez sur Instagram. Il y a une partie en fait pour écrire en MP ou pour écrire par mail. Donc là, vous avez mon lien mail pour pouvoir m'envoyer un mail si vous voulez recevoir mes prestations ou autre chose. Ok, donc principalement, oui, effectivement, soit peut-être par directement Instagram, où tu es peut-être plus active, ou par mail Oui, si voilà. on a. Ouais. Et après, souvent par Instagram, j'envoie un message, c'est un espèce de message automatique où je leur explique de me contacter par mail et comment ça se passe, etc. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Merci pour à cet toi. échange. C'était super intéressant de voir aussi tous les aspects du van, comment s'y prendre, quelles réflexions aussi avoir, et puis les différents modes de vie aussi qu'on peut avoir par rapport au van, parce que il y a les côtés positifs, mais il y a aussi l'envers du décor. Donc Oui, c'était cool de pouvoir échanger un peu sur tout ça. Donc avec merci beaucoup plaisir. Élodie d'être venue sur le podcast. Merci à toi. Entre effet de mode et mode de vie, merci Élodie de nous avoir parlé de ta vision de la van life. C'était super inspirant de pouvoir discuter aussi bien sur le côté technique que psychologique pour passer à ce type d'habitat. Si tu as aimé l'épisode, tu peux soutenir Oberkaï en nous laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde. Et si on co-créait Oberkaï ensemble? Si tu te dis « Oh non, l'épisode est déjà terminé », tu peux vite nous retrouver sur le site www.oberkaï.co et y retrouver tous les sujets abordés dans ce podcast. À très vite!